vais vous présenter une partie de mon travail de Master 2 qui rentre dans le cadre du laboratoire d'anatomie et de la TIM, l'unité INSERM, sur la systématisation de la vision stéréoscopique. La vision, c'est une des fonctions les plus importantes chez l'homme. 35% du cortex serait dédié à l'analyse et le traitement de l'information visuelle. Cortex occipital, pariétal et temporal. Ce traitement de l'information visuelle, c'est un phénomène complexe, partiellement connu. Il existe des confusions quant aux aires visuelles. Ces confusions sont en rapport avec la multiplicité des définitions. En fait, les aires visuelles peuvent être définies par des critères histologiques, éthinotopiques et fonctionnels. Et d'autres confusions sont liées à la dénomination de ces aires, parce que les premières aires ont été découvertes chez le singe, et donc ils étaient ensuite rapportés à l'homme. Voici un tableau non exhaustif des aires visuelles connues. On cite en particulier V1, l'aire visuelle primaire, et qui travaille conjointement avec V2, l'aire péristriée. De même, V5, MT et V6, qui sont des centres pour l'analyse du mouvement, IPS et le complexe thoraco-occipital, ce sont des aires que nous allons en reparler tout à l'heure. Donc nous venons de parler des aires. Pour le relier, il y a des voies, des fibres blanches. Deux voies d'analyse de l'information visuelle peuvent être distinguées à partir de V1, V2. La voie ventrale, qu'est-ce que c'est? Donc, ici, ventrale par rapport au repère anatomique. Ici, inférieur sur le schéma. Donc, c'est l'identification de l'objet par sa forme, sa couleur et sa texture, avec certaines surspécialisations pour certains types d'objets, comme le visage, les endroits ou des parties du corps. La voie dorsale, ça répond à la question « Où est-il » Et c'est la localisation spatiale d'un objet. Localisation par rapport au sujet, c'est le cortex occipital et pariétal supérieur, ou localisation à visée d'une interaction-utilisation d'un objet repéré, c'est le cortex occipital et frontal. Je vais vous parler d'une notion qui est mal connue, mais très importante. C'est le blind sight. Ça a été découvert lors de la Première Guerre mondiale par un médecin militaire. Elle se définit comme la présence de traitement de l'information visuelle malgré l'atteinte de V1, l'aire visuelle primaire. En effet, il a remarqué que certains patients atteints d'une lésion qui touche V1 conservaient quand même une vision des mouvements, sans autre type de vision. Ce qui est allé à l'encontre du modèle hiérarchique selon lequel l'information visuelle est véhiculée de la rétine passant par le corps géniculé latéral jusqu'à l'aire visuelle primaire et de cette aire visuelle primaire aux autres aires secondaires et tertiaires. Le fait que malgré la destruction de V1 persiste un traitement d'information, ça veut dire qu'il y a d'autres voies, des voies secondaires. Donc, qui a permis la création d'autres modèles et bien sûr des études qui vont chercher donc le substrat anatomique de ces voies. La vision stéréoscopique, c'est la vision 3D ou en relief, c'est des synonymes, c'est un aspect de la vision qui permet d'analyser la distance de l'objet et d'analyser son volume. L'évolution des médias, avec l'apparition des médias 3D en jeu et cinéma, et surtout l'impact que ça a sur certains sujets qui ont des nausées, des vomissements, des céphalées après l'exposition, ont augmenté l'intérêt pour la recherche dans la vision stéréoscopique. Il faut aussi savoir que la vision stéréoscopique est inexistante dans un tiers de la population, où la déduction de la distance se fait grâce à l'analyse monoculaire de l'objet par rapport à son entourage. La vision stéréoscopique nécessite plusieurs choses. Tout d'abord, la présence de deux globes oculaires dans un plan frontal. C'est le cas chez les primates, notamment l'homme, comme chez les autres espèces prédateurs, comme le félin. Autre chose, l'isoacuité des deux yeux et l'absence de troubles oculomoteurs, permettant donc de dégager la plus importante entrée pour la vision stéréoscopique, c'est la disparité binoculaire horizontale. C'est-à-dire ici, un point est projeté sur deux points rétiniens non homologues, et c'est la résolution de cette
problème de correspondance par le cerveau qui permet de dégager donc la distance de l'objet. Ces aires de la vision, ils appartiennent aux deux voies d'analyse que nous avons expliquées précédemment. En effet, la troisième dimension est nécessaire pour identifier un objet, un cercle par exemple, et une sphère ne se différencie que par le volume. Pour les matériels et méthodes, nous avons utilisé comme prérequis une étude sur les aires visuelles stéréoscopiques réalisées dans notre laboratoire par IRM fonctionnel, qui utilisait plusieurs mires de stimulation, comme celle-là, la mire Billard, celle qui a donné le plus d'activation chez les sujets, donc qui était projetée en binoculaire lors de l'IRM fonctionnel. Et donc ça donne un aspect de 3D, voici un exemple. Ça a permis de mettre en évidence des activations au niveau des aires visuelles suivantes. Au niveau de la voie ventrale, c'était le complexe latero-occipital, spécialisé, sensible au contour sans spécificité d'objet. V5 et V6 qui sont des centres de l'analyse de mouvement, IIPS, les aires du sillon intrapariétal. Pour étudier la systématisation, nous avons d'abord basé l'étude sur l'étude précédente sur les aires visuelles. Mon travail, c'était de dégager les fibres, les connexions, les voies qui les relient. Et pour ça, nous avons recours à un autre outil, c'est l'IRM dans tenseur de diffusion, qu'en fait, en simplifiant à l'extrême, mesure la diffusion de l'eau. Il y a un concept qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, la diffusion dans l'eau libre, c'est un milieu isotrope. Le LCR, c'est un milieu isotrope. La substance blanche, il y a une structure. Donc la diffusion ne peut pas se faire n'importe comment. Elle suit l'axe des axones. S'il y a un croisement, ça va causer des problèmes. Cette mesure de diffusion est modélisée par un modèle mathématique, un des modèles, qu'on appelle le tenseur de diffusion, qui permet de dégager ou de représenter dans chaque voxel la direction prédominante de diffusion. Ensuite, un algorithme va relier chaque voxel permettant donc de tirer ou tracter les fibres, comme on voit ici pour le faisceau corticospinal. 11 volontaires sains. On a réalisé une IRM sur un imageur 3 Tesla. Ces 11 volontaires sains, ils avaient un bilan ophtalmologique normal et une capacité à avoir une capacité de vision stéréoscopique validée par des tests spécifiques. La séquence de diffusion comportait 30 directions. Et en post-traitement, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une normalisation selon le repère de Montréal, et une tractographie, c'était déterministe selon l'algorithme de Runge-Kutta. Les régions d'intérêt que nous avons choisies, c'est d'abord le corps géniculé latéral et V1, et les aires de la vision stéréoscopique identifiées dans l'étude précédente. Et nous avons donc tiré les fibres entre ces différentes ROI. Parce que pour tirer un fibre, il faut un ROI de naissance et un ROI de terminaison. Et nous avons connecté donc d'une part le corps géniculé latéral et les autres aires. Nous avons réussi donc à mettre en évidence des voies géniculo-extrastriées, connectant donc le corps géniculé latéral avec V5. Comme on voit ici, c'est le faisceau de fibres vert ici. Le corps géniculé latéral est IPS, et cette aire ici. Donc les faisceaux de fibres en violet. En arrière-fond, c'est les radiations optiques, la voie géniculo-striée, la voie visuelle primaire. Nous avons aussi réussi à mettre en évidence une connexion entre le corps géniculé latéral et V6 chez 5 sujets. Donc comme nous avons vu sur les images, sont plutôt un trajet latéral par rapport aux radiations optiques ou voies géniculo-striées. Pour étudier l'anatomie des fibres blanches, il existe plusieurs études, plusieurs façons de faire. Historiquement, c'était Dejerin dans les années 1890 qui étudiait par des coupes serrées du cerveau qui a permis donc de mettre en évidence les principaux faisceaux. En 1930, Klingler avait mis au point une technique d'étude
macroscopique de dissection des fibres blanches et de la substance blanche, et a permis donc de comprendre que les axones et les fibres blanches sont organisées en faisceaux. Je vais vous présenter le faisceau longitudinal inférieur qui, selon mes représentations de tractographie, pourrait être le véhicule de ces fibres. Ce faisceau, il appartient au stratum sagittalis, qui est une strate de fibres dans le lobe occipital où il y a un lieu de croisement, et donc qui connecte le lobe temporal au lobe occipital en suivant cette direction générale, et dont le rôle serait dans la reconnaissance visuelle et la mémoire visuelle. En ce qui concerne les voies visuelles secondaires, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs études ont cherché à comprendre le substrat anatomique, à trouver le substrat anatomique du phénomène du blind sight. En effet, les études histologiques chez le macaque, par marquage du transport axonal rétrograde, ont permis de mettre en évidence des connexions entre V5, le cortex pariéto-occipital, donc V6 et IPS, et le corps géniculé latéral. Chez l'homme, une seule équipe, l'équipe de Bridge, a permis de mettre en évidence par IRM de tenseur de diffusion une connexion entre le corps géniculé latéral et V5. Les limites de l'étude. Déjà, tout d'abord général de la tractographie. Comme la tractographie, pour chaque voxel, il y a une approximation. Le tenseur de diffusion, c'est une approximation de la direction prédominante des fibres dans un voxel. Donc déjà, une première approximation. D'autre part, cette technique est sensible aux artefacts de courant magnétique. Troisième chose, c'est que le logiciel, enfin l'algorithme déterministe, il est sensible au croisement de fibres. En effet, comme on voit ici, les croisements de fibres entraînent une baisse de l'anisotropie. La direction prédominante est difficile à dégager par l'algorithme, ce qui peut conduire à une termination plus précoce de la fibre qui aurait pu continuer au-delà du croisement. D'autre part, on appelle le phénomène de kissing fibers. Le logiciel se trompe, en fait, et au lieu de tourner, par exemple, ici c'est les radiations calleuses et là c'est le faisceau corticospinal, au lieu de s'arrêter et de continuer, il se trompe sur un voxel et change complètement de faisceau et suit le faisceau corticospinal, donc ça peut donner des résultats erronés. Les limites propres à l'étude, c'est le nombre de sujets. 10 sujets n'est pas un nombre suffisant pour pouvoir tirer des conclusions anatomiques généralisées. D'autre part, nous avons défini anatomiquement des régions dont la définition est fonctionnelle. Le nombre de directions. Il y a une étude par l'équipe de Yamato qui s'est intéressée à la voie géniculo-striée, a trouvé que 6 directions sont minimum pour mettre en évidence les radiations optiques. Sauf qu'il faut se rappeler que les radiations optiques sont situées dans un plan horizontal, ce qui est plus facile parce que l'acquisition est de base en plan horizontal. Probablement, avec plus de directions, nous aurons plus de fibres à démontrer. L'algorithme choisi, le Runge-Kutta 4, est certes un algorithme très robuste de point de vue mathématique, mais une étude que nous avons réalisée dans notre laboratoire, il montre que ce n'est pas forcément celui qui donne le plus de fibres anatomiquement correctes. Et donc, 10 sujets, il y a eu des variabilités interindividuelles. Est-ce que le trajet qu'on voit, est-ce que c'est le même pour tout le monde, sachant que l'équipe de Bridge a réalisé une étude à peu près chez 5 sujets. Nous, c'était 11. Pour finir, et en conclusion, nous avons réussi à mettre en évidence par tractographie déterministe des connexions géniculo-extrastriées entre le corps géniculé latéral et V5, le corps géniculé latéral et V6, le corps géniculé latéral et IPS. Le corps géniculé latéral et V5 c'était déjà démontré par l'équipe de Bridge. Nous avons réussi à mettre en évidence entre V6 et IPS. Donc ça participe à l'étude de l'anatomie, c'est le substrat anatomique de la connexion des voies visuelles secondaires, probablement à l'origine expliquant le phénomène de blind sight. Bien sûr, ces résultats nécessitent une validation, soit par un nombre de sujets
plus important ou un autre algorithme ou les deux, et par une étude anatomique sur cadavre, par la technique de Klingler, comme plusieurs façons d'étudier les fibres blanches. Et si la coïncidence des deux techniques, on retrouve toujours les fibres, ça veut dire qu'ils existent réellement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être une ou deux questions. Oui, monsieur. Oui, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un avatar de la plasticité cérébrale? C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas justement une zone du cerveau qui est susceptible de subir une évolution en fonction d'une sollicitation spécifique? Parce que la vision du relief, effectivement, varie suivant les individus, mais il est possible aussi qu'avec un entraînement spécifique, cette vision du relief s'améliore. Et est-ce que, justement, dans ces voies visuelles secondaires, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'ajustement fonctionnel à une vision dont la performance peut varier, non seulement avec les individus, mais avec un apprentissage spécifique? En fait, il faut voir les choses de cette manière-là. La 3D, c'est autour de nous. On vit en 3D, on voit les choses en 3D. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas les voir. Et donc, ça a été démontré qu'un tiers de la population ne peut pas l'apercevoir. Alors, est-ce que c'est un phénomène de nouveaux fibres créées? Je ne pense pas, parce que l'IRM de diffusion, c'est une IRM, si vous voulez, anatomique. La durée de l'étude ne peut pas que les fibres blanches se former dans un délai très court, parce que c'était moins d'1 an. D'accord? Dans l'étude, par exemple, de l'équipe de bridge, ça, c'est un sujet qui avait eu des lésions de V1, et là, on peut argumenter que ça soit en fait une création de fibres par mécanisme d'adaptation. Comme c'est des volontaires sains, je pense pas que ça soit le cas, mais c'est aussi une possibilité. Eh bien, merci beaucoup. Je vais